Le ciel était gris ce jour-là, quand je suis remontée sur ce perron. Pas un gris d'orage, plutôt un gris sourd, pesant, comme si le monde savait ce qui allait arriver et avait choisi de ne pas faire de scène. J'avais l'acte de propriété dans une main, les clés dans l'autre, et la maison, la même qui m'avait autrefois claqué la porte au nez, restait silencieuse, inchangée. Quelques fissures supplémentaires dans la peinture, une boîte aux lettres rouillées qu'aucune main n'avait ouverte depuis des années. Mais c'était bien le même endroit, la même porte devant laquelle j'avais attendu à 17 ans, valise posée à mes pieds, pendant que mon beau-père me regardait comme on regarde quelque chose qu'on s'apprête à jeter. « Tu n'es pas vraiment ma fille », avait-il dit. Juste ça, comme un fait, comme si ça suffisait à tout expliquer. Sans colère, sans honte non plus, juste ce détachement froid qu'on réserve au sac poubelle. Je me souviens du silence plus que des mots. Ma mère était derrière lui, les bras croisés, la bouche serrée. Elle ne l'a pas dit, mais elle ne l'a pas empêché non plus. La porte moustiquaire a grincé dans mon dos. J'ai jeté un dernier regard. Au mur qui m'avait vu grandir, à l'escalier que je descendais sur les fesses les matins de Noël, à la table de la cuisine où j'avais appris à remplir un chéquier. Puis je suis partie. Pas de voiture. Aucun plan. Juste un sac de sport à moitié rempli, un billet de 20 € dans la poche arrière et un cœur qui savait déjà qu'il ne fallait plus espérer. 10 ans plus tard, j'étais exactement au même endroit. Sauf que cette fois, l'acte était à mon nom. Il ne le savait pas encore. Pas officiellement. Je ne l'avais pas annoncé. Je n'avais pas fanfaronné, posté quoi que ce soit, ni fait de bruit. Ce n'était pas mon genre. J'attendais, calme, calculée, patiente, parce que certaines victoires ne se célèbrent pas. Elles se ferment en boucle, et j'avais attendu 10 ans que celle-ci revienne à son point de départ. La maison qui m'avait rejetée m'appartenait désormais, et je n'étais pas venue faire du bruit. J'étais venue tourner la clé. Je croyais autrefois que le silence était une forme de sécurité. Quand j'étais enfant, le silence voulait dire que la maison tenait debout. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste des pas feutrés et le fond sonore de la télé dans le salon. Mais avec le temps, j'ai compris que le silence pouvait être aussi tranchant que les mots, surtout dans la bouche d'un homme qui n'a jamais voulu de vous sous son toit. Ma mère l'a épousé quand j'avais 8 ans. Je me souviens du mariage, une petite cérémonie. À la mairie, elle portait une robe bleu ciel, dont elle tirait sans cesse la taille trop serrée. Lui ne souriait pas beaucoup. Il disait ne pas aimer les photos. Je me souviens avoir trouvé qu'il sentait la menthe et l'après-rasage et que sa poignée de main, la première fois, ressemblait plus à un contrat qu'à une bienvenue. Il ne m'a jamais frappé. Il n'a jamais crié. Ce serait trop facile à expliquer. Ce qu'il faisait était plus subtil, plus mesquin. Il a oublié mon anniversaire la première année. Il a dit qu'il pensait que c'était ma mère qui s'en occupait. Il oubliait de me rapporter des souvenirs de leur week-end. Offrait à sa nièce un plus gros cadeau de Noël alors qu'on avait le même âge. Il disait que c'était juste ce qu'il avait trouvé. Des choses minimes, tellement anodines qu'on se sent presque mesquine d'y prêter attention. Mais les enfants remarquent. C'était dans sa façon de me présenter à ses amis. C'est sa fille, jamais notre fille, jamais ma quoi que ce soit. Je restais souvent en haut des escaliers, à écouter, dans l'attente qu'il prononce mon prénom comme il disait celui de son fils, avec cette importance tranquille. Il ne l'a jamais fait. Quand j'ai eu 12 ans, je lui ai demandé si je pouvais l'appeler papa, une seule fois. Je ne voulais pas forcer les choses, je pensais juste qu'après 4 ans, on avait peut-être dépassé un cap. Il m'a regardé comme si j'avais dépassé les limites. « Tu as déjà un père », il a dit, quelque part. C'est la première fois que j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la honte pour ce que j'étais, pour ce qui me manquait. Mon vrai père était parti avant que je sois assez grande pour m'en souvenir. Tout ce que j'avais, c'était cet homme qui partageait un crédit immobilier avec ma mère et un nom de famille qu'on ne m'avait pas donné. Et chaque jour, il me le rappelait. J'étais une invitée, une charge, une ombre dont il ne voulait pas. Alors j'ai appris à ne pas demander grand-chose. Je gardais ma chambre en ordre,
Je dînais sans bruit. Je disais merci même quand le cadeau était vide. Je croyais qu'à force d'être sage, de tenir bon, quelque chose finirait par changer. Mais certaines personnes ne s'apprivoisent pas. Elles attendent en juste une bonne raison de vous mettre dehors. Et lui, il attendait depuis des années. C'était le printemps avant mon bac que tout a fini par craquer. J'avais une lettre entre les mains, une admission dans une petite fac en province, rien d'extraordinaire, mais assez pour compter. Elle venait avec une bourse partielle et une promesse. Si je pouvais couvrir le reste, la porte était ouverte. J'ai attendu le dîner pour en parler. Assise à table, serviette sur les genoux, mes phrases répétées comme un discours. Ma mère découpait du poulet. Lui entamait sa deuxième bière, le regard à peine levé. J'ai été acceptée, j'ai dit. Et il y a une aide. Il me manque juste une partie pour le premier semestre. Après, je travaillerai, je me débrouillerai. Ma mère a souri, doucement, l'air absent. C'est merveilleux, ma chérie. N'est-ce pas merveilleux? Lui n'a même pas scié, juste mâché, avalé, puis posé sa fourchette comme si tout ça le fatiguait déjà. Et quel rapport avec moi? La pièce s'est refroidie d'un coup. J'ai cru qu'il n'avait pas bien entendu. Je voulais juste dire « Peut-être que tu pourrais m'aider pour les frais? Un prêt, peut-être? Juste le temps de m'installer? » Il s'est renversé contre le dossier de sa chaise, les yeux froids et clairs. Pourquoi je paierais pour une gamine qui n'est pas la mienne? Ma mère n'a rien dit, pas même un battement de cils. Elle a baissé les yeux sur son assiette comme si les mots n'étaient jamais sortis. Je ne pouvais plus bouger, plus parler. Assise là, les joues brûlantes, le cœur battant d'une manière que je ne contrôlais pas. Il s'est levé, a emporté son assiette à l'évier, a ouvert le robinet. « Ton vrai père aurait dû y penser », il a ajouté. Comme un fait, pas une blessure. Ce soir-là, j'ai fait mes bagages en silence. Pas tout, juste l'essentiel. Un sac de sport, quelques vêtements, quelques cahiers. Ma lettre d'admission, pliée en deux, glissée dans la poche latérale comme une bouée de secours. Ma mère a frappé une fois pendant que je fermais le sac. Elle n'a pas dit qu'elle était contre, n'a rien proposé. Elle s'est contentée de dire « Tu n'es pas obligé de partir maintenant. » Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai compris qu'elle ne se battrait pas pour moi. Elle ne l'avait jamais fait. Je suis partie avant l'aube, pas de cris, pas de larmes, juste une sortie discrète comme un locataire qui quitte les lieux plus tôt que prévu. Je n'avais nulle part où aller, pas vraiment, aucun job en vue, pas d'argent à part quelques billets et de la monnaie au fond d'une poche, mais j'avais autre chose, de la détermination. Une clarté viscérale qui arrive quand on cesse enfin de demander à être choisi. Il avait rendu les choses simples. Je n'étais pas sa fille. Et désormais, je n'étais plus son problème. J'ai passé ma première nuit sur la banquette arrière de la voiture d'une amie. Elle avait eu la gentillesse de me la proposer, m'avait dit qu'elle laisserait une vitre entr'ouverte et une couverture dans le coffre. Je l'ai remerciée plus de fois qu'il n'aurait fallu. Elle n'a posé aucune question. Elle m'a juste tendu les clés en disant « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Je ne l'ai pas fait. La voiture était vieille, avec des sièges en cuir usé et un autoradio capricieux qui grésillait même éteint. Je me suis recroquevillée sur moi-même et j'ai écouté ce bourdonnement discret jusqu'à ce que le sommeil vienne, par bribes. Au matin, j'avais les jambes raides et la gorge sèche. J'ai marché 2 rues jusqu'à une médiathèque municipale, juste pour me laver le visage et me brosser les dents dans les toilettes. Le miroir était fendu, la lumière au-dessus clignotait. J'avais l'air d'une étrangère. Personne ne vous dit à quelle vitesse la dignité devient un luxe. Quand on n'a nulle part où aller, chaque geste banal devient un calcul. Ou se changer, ou recharger son téléphone, ou donner l'impression qu'on a encore une place quelque part. Je mangeais ce que je pouvais, nouilles instantanées, frites du menu à 1 €, barres de céréales de station-service. Je comptais les pièces avant chaque achat. Chaque billet qui quittait ma poche avait le goût d'un dernier. Ce n'était pas dramatique. Juste de la survie. Silencieuse, invisible, quotidienne. Je disais aux gens que j'étais entre 2 logements. Je les laissais croire que j'avais un plan. La vérité,
c'est que je voulais juste tenir jusqu'à la semaine suivante sans m'effondrer. J'ai fini par trouver une chambre à louer dans le sous-sol d'une femme. Un matelas à même le sol, pas de fenêtre, de l'humidité dans les coins, mais il y avait une serrure, et après des nuits passées dans des voitures prêtées ou des cafés ouverts toute la nuit, cette serrure avait la valeur de l'or. Le loyer n'était pas cher, mais pas assez bas pour survivre à l'espoir seul. Alors j'ai travaillé, tout ce qui rapportait. Serveuse dans un petit resto au sol collant de nuit, rayonniste dans un magasin discount, babysitter le week-end pour une femme qui n'a jamais retenu mon prénom. Je vivais dans l'épuisement. Chaque matin était une négociation avec mon corps, encore un peu, encore un pas. Mais je continuais, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Personne ne viendrait me sauver, ni ma mère, ni l'homme qui m'avait mise dehors, ni le père disparu avant même que j'aie des souvenirs de lui. Tout ce que j'avais, c'était moi. Et cette promesse muette faite le jour où j'ai quitté cette maison, ce ne serait pas la fin. Parfois, la nuit, je restais éveillée à fixer le plafond, à suivre les fissures dans le plâtre et à murmurer toujours la même phrase. Je suis encore là. Je ne sais pas à quel moment ces mots sont devenus une force. Mais un jour, ils ont cessé de sonner comme de la survie et ont commencé à ressembler à un commencement. Je ne tenais pas de calendrier à l'époque. Les jours n'avaient pas besoin de nom, c'était juste des blocs de temps, des heures à remplir, des repas à sauter, des boulots à courir. Je me levais avant l'aube, je me couchais bien après minuit, et entre les deux, je gagnais juste assez pour rester en vie. Ma vie est devenue une rotation d'uniformes. Tablier noir pour le bistrot, polo pour le magasin discount, basket usée pour les gardes d'enfants. Je les gardais pliés sur la banquette arrière de ma voiture, me changeais dans les toilettes publiques, superposais les couches de déodorant comme une armure. Personne ne me demandait jamais comment j'allais. C'était un cadeau. Au bistrot, j'ai appris à garder le café chaud et les clients en mouvement. J'ai appris qu'on donne de meilleurs pourboires quand on sourit comme si leurs problèmes comptaient. J'ai appris à reconnaître la solitude dans la façon qu'ont certains de s'attarder sur un deuxième café. Mais surtout, j'ai appris à disparaître dans l'utilité. Au magasin discount, je connaissais par cœur l'emplacement des rayons et les codes barres. Je réapprovisionnais le papier toilette et triais les bonbons périmés sans réfléchir. C'était anesthésiant, d'une manière qui aidait. Mon corps travaillait, mon esprit s'éteignait. C'était suffisant. Les gardes d'enfants, c'était le plus étrange. Je passais des heures à regarder des dessins animés que je ne comprenais pas, à répondre à des questions de tout petit auxquelles je n'avais pas de réponse, à lire des histoires du soir avec des voix que je ne me connaissais pas. Les enfants étaient bruyants, imprévisibles, mais ils m'aimaient bien. Ils me faisaient confiance. Parfois, l'un d'eux me prenait la main sans rien dire, et ça rendait le silence en moi un peu moins vaste. J'ai travaillé comme ça pendant des mois, sans pause, sans extra. Chaque centime comptait. Je gardais que l'étiquette de caisse dans une boîte à chaussures sous mon lit, notait chaque pourboire dans un carnet avec une écriture tremblante. Le loyer, la nourriture, l'étiquette de bus. Le moindre surplus allait dans un bocal de verre caché derrière une pile de livres. D'abord les pièces, puis les petits billets pliés bien serrés. Ce bocal, c'était plus que de l'argent. C'était la preuve que j'avançais encore. Parfois, le soir, je le comptais avant de dormir. Pas par nécessité. Pour le bruit, le froissement doux du papier, le tintement des pièces. C'était le son du mouvement, de quelque chose, n'importe quoi, qui allait de l'avant. Je ne parlais pas beaucoup à qui que ce soit, juste un sourire quand il le fallait, un hochement de tête poli. Je n'étais pas en colère, j'étais concentrée, et la concentration ne laisse pas de place à la rage. On dit que le temps passe vite quand on est occupé. Ce n'est pas vrai. Le temps ralentit quand on est épuisé. Il s'étire comme un couloir interminable qu'on traverse les yeux bandés. Mais j'avançais, un pas, un service, un euro après l'autre. Et même quand j'avais l'impression que le monde entier était bâti pour m'oublier, je gardais une pensée serrée contre ma poitrine, glissée entre chaque billet épargné. Un jour, je reviendrai différente.
et personne ne le verra venir. La première chose que j'ai faite une fois le rythme trouvé, c'était de supprimer leur numéro. Sans avertissement, sans message d'adieu, juste un glissement du doigt, propre et net, disparu de mon téléphone comme s'il n'avait jamais existé. Ma mère, lui, effacé en quelques secondes. Ce n'était pas une question de colère, c'était une question de survie. Chaque fois que je voyais leur nom s'afficher, même sans appel, quelque chose se déclenchait. Une douleur sourde, un vide qui appelait des réponses que je savais ne jamais recevoir. Alors, j'ai coupé le lien. Discrètement, définitivement. Le silence qui a suivi a été plus assourdissant que prévu. Au début, je consultais ma boîte mail. Pas parce que j'espérais un signe, juste pour vérifier qu'il n'y en avait pas. Chaque journée vide devenait sa propre réponse. Il ne se demandait pas où j'étais. Il ne se demandait pas si j'avais mangé. Il ne perdait pas le sommeil. C'était moi qu'on avait mis à la porte, mais c'était aussi moi qu'on avait rayé. Très bien. J'ai fini par arrêter de vérifier. Arrêter d'imaginer les conversations qu'il n'avait pas à mon sujet. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à une punition. Je me suis concentrée sur le présent, le loyer payé à temps, des chaussures sans trous, assez de nourriture dans le frigo pour pouvoir choisir quoi manger au lieu de me contenter de ce qui restait. Ce genre de luxe me semblait encore étrange. Comme quelque chose de prêté, j'ai recommencé à marcher, quelques rues au début, puis plus loin. Je déambulais dans des quartiers où les maisons ressemblaient à celles des magazines. Haïs taillées, carillons accrochés aux porches, boîtes aux lettres avec de vrais noms peints dessus. Je me demandais ce que ça faisait de rentrer chez soi dans un endroit qui voulait de vous. Je ne me laissais pas envier ça. Je prenais simplement des notes mentales. J'observais le genre de vie que je voulais construire. Je voyais des filles de mon âge promener leurs chiens, boire un café, rire dans leur téléphone. Et parfois, une question me frôlait. Pourquoi elle, pas moi? Mais alors je me souvenais, elle n'avait pas quitté une maison où elle se sentait comme un fardeau. Elle n'avait pas enchaîné des journées de 16 heures juste pour ne pas disparaître. Moi, si. Et chaque jour où je continuais d'avancer, je mettais plus de distance entre moi et la fille qui se tenait sur ce perron, avec pour tout bagage un sac et un cœur en miettes. Ma mère n'a pas appelé, ni pour les fêtes, ni pour mon anniversaire. Même pas quand une dame de notre ancienne paroisse est décédée et que j'ai vu l'avis de décès en ligne. Son silence est devenu une vérité en soi. Elle l'avait choisi, lui, et maintenant, c'était moi que je choisissais. Cette décision n'est pas venue avec des feux d'artifice. Elle est venue avec une respiration, un calme. Cette certitude lente et tranquille que je pouvais vivre toute une vie sans jamais les revoir. Et s'ils pensaient que je reviendrais, la tête basse, mendier un peu d'attention. Alors, ils ne m'avaient jamais connue. J'ai reçu la bourse un jeudi, une lettre dactylographiée signée à la main avec une encre légèrement bavée, juste assez pour paraître vraie. Je me suis arrêtée sur le parking de la poste et je l'ai lu 3 fois avant de me permettre d'y croire. Frais de scolarité couverts, petite allocation, un nouveau départ, enveloppé dans un langage officiel et tamponné d'approbation. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste assise sur le trottoir, la lettre posée sur mes genoux, pendant que le vent soulevait le bord de l'enveloppe comme s'il voulait l'emporter. Pour la première fois depuis des années, l'horizon s'ouvrait assez grand pour m'accueillir. L'école était à 2 régions de là. Une ville où je n'étais jamais allée, où personne ne connaissait mon nom ni ce que j'avais traversé. J'ai mis tout ce que je possédais dans 2 valises, jeté le reste et pris un corps qui sentait le cuir fatigué et le café froid. 12 heures plus tard, je descendais dans un endroit qui ne ressemblait pas à la survie. Il ressemblait à une opportunité. Les cours étaient difficiles au début. Cela faisait des années que je n'étais pas dans un vrai cadre académique. Mais l'endurance au travail, ça ne s'oublie pas. Je m'asseyais au premier rang, je posais des questions, je prenais des notes comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. Je n'étais pas là pour l'expérience. J'étais là pour construire quelque chose de durable. Entre les semestres, je faisais des missions freelance, organisation d'événements, aide administrative, contrat en intérim. Tout ce qui payait et m'apprenait quelque chose.
J'ai appris à rédiger des devis, à négocier des conditions sans trembler, à parler comme quelqu'un qui a sa place dans la pièce. En dernière année, j'avais des clients qui me recommandaient sans hésiter. Le bouche à oreille a fait son effet. Mon nom a commencé à apparaître dans des boîtes mail que je n'avais jamais contactées. À la remise de diplôme, je n'ai pas cherché un poste. J'en ai créé un, une activité de consultante indépendante. Petite au début, juste moi, un ordinateur portable et un logo bricolé une nuit avec un logiciel gratuit et trop de café. Mais ça a grandi, lentement, silencieusement. Les clients revenaient, les budgets augmentaient. J'ai fait les démarches, monté une micro-entreprise, pris une boîte postale et ouvert un compte séparé. Chaque décision était intentionnelle. Chaque choix, une brique dans la fondation. Je suis restée discrète, concentrée. J'ai dit non plus souvent que oui, je ne cherchais pas les applaudissements, je cherchais le contrôle. En 5 ans, je suis passée de la banquette arrière d'une voiture aux signatures de contrats dans des bureaux en verre. Et je ne l'ai jamais posté sur les réseaux. Je n'ai envoyé de nouvelles à personne du passé, même pas aux amis bien intentionnés qui ont disparu quand ma vie était devenue trop lourde. Ce n'était pas de l'amertume, c'était de la discipline. L'ancienne moi voulait prouver qu'ils avaient eu tort. La nouvelle moi se fichait de savoir s'ils regardaient rien, parce que le succès, quand il est construit dans le silence, résonne plus fort que tout. Et le mien ne faisait que commencer. Tout a commencé comme n'importe quel autre projet. Un client corporate voulait de l'aide pour mettre en valeur un bien avant une vente importante. Rien de compliqué. Du conseil en présentation, une analyse des coûts, une étude de marché. Je l'avais déjà fait une douzaine de fois. J'ai pris l'appel en faisant la queue à la banque, noté l'adresse au dos d'un reçu, sans y prêter plus d'attention que ça. Plus tard dans la soirée, je l'ai tapé sur mon ordinateur. Au début, le nom de la rue ne m'a rien évoqué. Les photos se sont chargées lentement, pixel par pixel, jusqu'à ce que le perron apparaisse à l'écran. Ce perron. Je suis restée figée, le souffle suspendu entre mémoire et incrédulité. C'était là. Les marches fendues, la boîte aux lettres de travers, les volets bleus pâles délavés. 10 ans n'avaient pas changé grand-chose. Peut-être une couche de peinture neuve sur les volets, mais la structure était la même. Si familière que ma peau en a frissonné. J'ai vérifié l'adresse une seconde fois. C'était bien réel. La maison était en vente, et pas juste à vendre, sous le prix du marché, vendeur pressé, saisie probable. J'ai fait défiler l'annonce à nouveau, cette fois plus lentement. La date de publication, le nom de l'agence, et cette phrase « Toutes les offres seront étudiées ». J'ai fermé l'onglet. Je me suis adossée au fauteuil. L'air autour de moi semblait trop immobile. Je n'avais pas pensé à cette maison depuis des années, pas avec un vrai poids. J'avais tourné la page, construit une vie tellement loin de ce passé qu'il en paraissait presque inventé. Et pourtant, elle était là, sur le marché, comme une invitation que je n'avais pas demandée. J'ai dormi là-dessus. Je me suis réveillée à 4 heures du matin, le cœur battant, et j'ai rouvert l'annonce. Ma main est restée suspendue au-dessus du formulaire de contact. Ce n'était pas une question de revanche. Pas exactement. C'était une question d'alignement, de celui qui se fait en silence volontaire. Un moment de boucle bouclée, né non pas de la colère, mais de la maturité. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate en immobilier. Je lui ai dit que je voulais faire une offre de manière anonyme via une société. Je lui ai donné les chiffres, effectué le virement de la compte, et elle s'est occupée du reste. Je n'en ai parlé à personne, ni à mes amis, ni à mon assistante, ni même au client qui m'avait fourni le contact. Ce n'était pas du secret, c'était de la concentration. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel, offre acceptée, signature prévue, clé prête à être récupérée. J'ai raccroché, puis j'ai regardé par la fenêtre, les lumières de la ville scintillant comme des échos de toutes ces nuits où je marchais seule, me murmurant des promesses sur un avenir qui semblait impossible. Aujourd'hui, cet avenir avait un acte notarié, et la maison qui m'avait un jour rejetée, elle était à moi, pas comme un trophée, comme une déclaration. Tout ce qui est brisé ne le reste pas pour toujours. Le bureau de signature était plus froid que je ne l'avais imaginé. Ton neutre, réceptionniste à la voix douce.
Une pile de documents m'attendait déjà à mon arrivée, chaque page marquée d'un onglet de couleur. Je n'ai pas bronché. Je me suis assise, stylo en main, et j'ai signé chaque feuille avec une précision silencieuse. La société m'avait permis de rester hors des registres. Une barrière de professionnalisme, pas de place pour les sentiments, juste des chiffres, du jargon juridique et une transaction qui marquait la fin d'une époque et le début de quelque chose de pleinement à moi. Une fois terminé, l'agent a fait glisser une pochette Kraft de l'autre côté de la table. À l'intérieur, 2 clés en laiton, simples, et une photocopie de l'acte signé. Tout est en ordre, a-t-il dit, comme s'il s'agissait de n'importe quelle autre vente. Comme si je n'avais pas récupéré à la lettre le sol même dont on m'avait un jour expulsé. J'ai hoché la tête, remercié, et suis sortie au soleil. La pochette paraissait plus lourde qu'elle ne l'était vraiment. Pas en poids, mais en mémoire. Je ne l'ai pas rouverte. Je l'ai juste gardée sur mes genoux pendant le trajet, les doigts serrés autour des bords. La maison était vide à mon arrivée, déserte, résonnante. Je suis restée un moment sur le perron avant d'ouvrir la porte. Le même grincement, la même charnière capricieuse. J'ai franchi le seuil doucement, chaque pas feutré sur le vieux plancher qui se souvenait de trop de choses. Le salon m'a semblé plus petit que dans mes souvenirs. La cuisine portait encore une légère odeur de bois ancien et de poussière. Les murs étaient nus, mais pas muets. Ils murmuraient d'anciennes disputes, des dîners silencieux, des nuits où je comptais les heures jusqu'au matin. J'ai traversé chaque pièce avec précaution, non pas pour éviter le bruit, mais pour absorber chaque détail. La chambre du fond portait encore la trace pâle de l'endroit où mon lit se trouvait autrefois. Une légère décoloration dans la moquette. Une marque que je n'avais jamais remarquée, en forme de ce qui devait être un poster ou une étagère. Je me suis agenouillée et j'ai passé les doigts dessus. 10 ans de distance, et cette maison me reconnaissait encore. Mais cette fois, elle ne me possédait plus. J'ai parcouru chaque couloir, allumé chaque lumière, ouvert chaque fenêtre. L'air était vicié, mais il se dissiperait. Je le sentais. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont la lumière glissait sur les lattes du plancher maintenant. Je n'ai rien planifié ce jour-là. Aucun chantier immédiat. Aucun changement spectaculaire. Je me suis simplement tenue dans ce qui fut autrefois sa cuisine et ai posé la pochette sur le comptoir et ouvert la fenêtre au-dessus de l'évier. J'ai laissé qu'entrer la brise. J'ai laissé la maison respirer de nouveau. Et avec elle, moi aussi. Parce que je n'avais pas juste acheté une maison, j'avais réécrit l'histoire. Et cette fois, c'était moi qui tenais le stylo. Je suis revenue le lendemain matin, seule. Pas d'artisan, pas de carnet, pas de maître ruban. Juste moi et les clés dans ma poche, encore tièdes de ma main. Je n'avais pas pris d'appareil photo. Je ne voulais rien documenter. J'avais juste besoin de ressentir l'espace sans aucun regard posé sur moi. Le plancher grinçait toujours aux mêmes endroits. La deuxième marche de l'escalier gémissait encore sous la pression, un son qui autrefois signifiait qu'on venait vérifier ce que je faisais, ou plus souvent, me rappeler ce que j'avais fait de travers. Cette fois, j'ai appuyé mon pied dessus volontairement. Je l'ai laissé se plaindre. Je l'ai laissé se souvenir que je n'étais plus une enfant. J'ai avancé lentement, pièce par pièce. Le salon était vide. Juste des ombres de là où se trouvait autrefois le mobilier. J'ai imaginé le vieux fauteuil, la télévision légèrement mal orientée, la table basse avec un pied ébréché que personne n'avait jamais réparé. Je pouvais encore le voir, les pieds en l'air, la télécommande en main, parlant au journal comme s'il lui devait quelque chose. J'ai laissé venir cette image, puis je l'ai laissé partir. La cuisine était plus propre que je ne l'aurais cru. Vide, mais propre. Comme si quelqu'un avait effacé le désordre sans vraiment frotter l'histoire. J'ai ouvert les tiroirs, passé la main sur le plan de travail, trouvé une éraflure près de l'évier, celle que j'avais faite avec un ouvre-boîte le soir où j'ai appris à me faire à manger toute seule. La chambre qui m'avait appartenu m'a arrêtée net, elle paraissait plus petite. Ou peut-être que j'avais simplement grandi d'une manière qu'aucun maître ne saurait mesurer. La porte du placard coinçait encore au milieu du rail.
La fenêtre donnait toujours sur la clôture du voisin. Je suis entrée lentement, écoutant les échos. Il n'y avait pas de fantôme, juste de la poussière. Mais le silence, lui, avait changé. Il n'était plus lourd. Il n'était plus coupant. Il m'appartenait. Je me suis tenue au centre de la pièce, laissant le poids des souvenirs s'installer, puis se dissoudre. La fille qui pleurait ici pour s'endormir n'était plus là. À sa place se tenait quelqu'un qui avait survécu à la tempête et était revenu, non pour la revivre, mais pour la réclamer. Pas par sentiment, par souveraineté. J'ai fouillé dans mon sac, sorti un carnet vierge et l'ai posé doucement sur le sol. Aucun message, aucun rituel, juste un repère, un signal à moi-même que cet endroit ne me retenait plus prisonnière. Cette pièce deviendrait autre chose, pas restaurée, réécrite. J'ai refermé la porte derrière moi et, redescendu les escaliers, pas de photos, pas de publications, juste une possession silencieuse, parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'applaudissements, il a juste besoin d'une clé. C'est arrivé la semaine suivante, en début d'après-midi, sous un ciel si bleu qu'il semblait presque artificiel. J'étais à l'étage, dans la chambre donnant sur la rue, en train de décoller du papier peint, quand je l'ai entendu, le coup, pas paniqué, pas timide, juste 3 coups fermes. Je me suis figée, non par peur, mais par reconnaissance. Certains réflexes ne s'effacent jamais. J'ai essuyé mes mains sur mon jean et je me suis avancée jusqu'en haut des escaliers, le cœur calme, les pas lents. Par la fenêtre, je pouvais voir le haut de sa tête, les mêmes cheveux grisonnants, la même posture, une main dans la poche, l'autre tenant quelque chose que je ne distinguais pas d'ici. Je n'ai rien dit, j'ai simplement ouvert la porte. Son visage ne m'a pas reconnu tout de suite. Ses yeux scrutaient l'intérieur, comme s'il cherchait quelqu'un d'autre. Puis, ils ont croisé les miens. Il a cligné des yeux, 1 fois, 2 fois, puis sa bouche s'est ouverte sans qu'aucun mot n'en sorte. Je n'ai pas comblé le silence. Je l'ai laissé s'installer entre nous, dense, pesant. Je l'ai laissé s'y noyer. Il a baissé les yeux, puis les a relevés. C'est chez toi? A-t-il demandé, la voix plus faible que dans mes souvenirs. J'ai hoché la tête. Ses yeux ont balayé les lieux, le perron, les verrous neufs, les poutres de peinture visibles derrière la porte entr'ouverte. Je n'ai pas vu ton nom dans l'annonce, a-t-il dit lentement, comme s'il tentait encore d'assembler les morceaux. Tu n'étais pas censé le voir, ai-je répondu, calme. Sa mâchoire s'est contractée. Je pensais que la banque s'en occupait, qu'il vendait à des investisseurs. Je n'ai rien dit. Il a changé de posture, soudain incertain sur comment se tenir sur ce bois qu'il avait autrefois possédé. Ou cru posséder. Je suis venu récupérer mes affaires, a-t-il dit enfin. Juste quelques trucs dans le garage, des outils, ma caisse à outils. J'ai regardé derrière lui, vers l'allée. Pas de camion, pas de carton, pas de sac, panne. Il n'avait rien apporté pour emporter quoi que ce soit. Il ne s'attendait pas à ça. J'ai vidé le garage, ai-je dit. Tout ce qui a été laissé a été considéré comme abandonné par l'ancien propriétaire. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. « Tu ne pensais pas que je reviendrais, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Il a dégluti, a détourné le regard. Ce n'était pas personnel, tu sais. À l'époque, c'était compliqué. C'était simple, ai-je corrigé. Tu l'as rendu simple. Pendant 1 seconde, j'ai cru qu'il allait protester, qu'il se préparait à un discours, une excuse, une réécriture. Mais non, il a juste reculé d'un pas. Je l'ai regardé depuis l'embrasure, la main toujours posée sur la poignée. Ce n'était plus l'homme qui s'était autrefois tenu droit dans cette maison. Il était plus petit maintenant, ou peut-être étais-je simplement plus grande. Il a reculé encore d'un pas, hoché la tête, puis s'est tourné pour partir. Je ne l'ai pas regardé descendre l'allée. J'ai simplement refermé la porte, doucement, définitivement. Et cette fois, c'était moi qui étais à l'intérieur. Il est revenu le lendemain. Cette fois, il a sonné. Il a sorti une chaise pliante du coffre de sa voiture et l'a installée sur la pelouse comme s'il campait.
Il s'est assis, les bras croisés, comme s'il s'attendait à ce que je le rejoigne pour une conversation sincère. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé attendre. 30 minutes se sont écoulées avant que je sorte, les mains propres, le visage impassible. Il s'est levé en me voyant, essuyant des miettes sur sa chemise. Un emballage de sandwich traînait sur la chaise derrière lui. « Je pensais qu'on pourrait parler, » a-t-il dit. Je suis restée silencieuse. Il s'est éclairci la gorge. « Écoute, je sais que c'était pas l'idéal à l'époque. Toujours rien de ma part. » Il a tenté un autre ton, plus doux, presque récité. « Je voulais pas être cruel. J'ai juste fait ce que je pensais être le mieux à ce moment-là. Tu n'étais pas de mon sang et c'était tendu. Ta mère et moi, on voyait les choses différemment. Elle ne t'a pas arrêté, ai-je dit d'un ton égal. Il a hoché la tête lentement. Non. Le silence qui a suivi s'est étiré. Il a bougé d'un pied sur l'autre. Je ne pensais pas que tu finirais par avoir cette maison, a-t-il avoué. Je croyais que la banque la récupérerait. J'avais pas l'argent pour la sauver, pas après. Il s'est interrompu, puis a fait un geste vague en direction de la maison. Je ne suis pas venu pour me disputer, a-t-il ajouté rapidement. C'est juste, c'est dur, tu vois? De là, voir entre d'autres mains, de savoir ce qu'elle a été. Ce qu'elle a été, ai-je répété. Les mots sont tombés à plat. Il a baissé les yeux vers ses chaussures. C'était pas que mauvais. J'ai levé un sourcil, il a croisé mon regard. T'étais une bonne gamine, toujours discrète, maligne. Je savais juste pas comment t'intégrer. J'ai laissé planer ce qu'il venait de dire, qu'il entende l'écho de ses propres mots. Ce n'est pas une excuse, ai-je dit. Je sais. Alors pourquoi es-tu là? Il a hésité. Parce que c'est à toi maintenant, et je pensais pas que ça le serait. Et peut-être que j'ai besoin de comprendre comment c'est arrivé. J'ai croisé les bras. Tu m'as dit que je n'étais pas ta fille. C'est toi qui as choisi. Tu m'as mise à la porte comme un encombrant, comme si je ne comptais pas. J'avais tort, a-t-il dit. Je le vois maintenant. Ce n'est pas suffisant. Il n'a pas protesté. On est resté là, deux personnes séparées par un vide que rien ne pouvait combler, ni le sang, ni les souvenirs. Même pas le chagrin. Il a ouvert la bouche une dernière fois, puis s'est ravisé. Je ne reviendrai pas, a-t-il dit. J'avais juste besoin de la voir. J'ai hoché la tête, pas pour pardonner, juste pour reconnaître. Il a replié la chaise lentement, l'a remise dans le coffre. Puis il est monté dans la voiture et est parti. Pas de geste de la main, pas de regard en arrière, juste parti. Je suis restée longtemps sur le perron, à laisser le silence s'installer. Toutes les fins n'ont pas besoin de fermeture. Parfois, il suffit d'une porte verrouillée. Il a appelé une fois après ça. Numéro masqué. J'ai laissé sonner, puis la lettre est arrivée, écrite à la main, irrégulière, comme s'il avait recommencé plusieurs fois. Elle est arrivée dans une enveloppe blanche ordinaire, sans adresse d'expéditeur, juste mon prénom écrit en lettres penchées sur le devant. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai laissée traîner sur le comptoir de la cuisine pendant 3 jours, intacte, coincée entre un nuancier de peinture et un ticket de caisse du magasin de bricolage. Chaque fois que je passais devant, je me demandais si c'était des excuses, si c'était une tentative de réécrire l'histoire avec des mots plus doux. Le 4e matin, je l'ai ouverte. Pas de « cher », pas de « je t'embrasse », juste ses pensées, éparses et sur la défensive. Il disait qu'il était sous pression à l'époque, qu'il essayait de maintenir la maison debout, qu'il n'avait jamais demandé à élever l'enfant de quelqu'un d'autre, que ma mère aurait dû en faire plus, que je ne rendais pas les choses faciles. Et puis, au milieu du texte, une phrase qui m'a glacée. « Tu t'es toujours comporté comme si tu valais mieux que nous. » Elle était là, enfouie dans un paragraphe, mais assez tranchante pour blesser. C'était ça, le fond. La vérité derrière toutes ces années de distance, les rejets silencieux, l'indifférence froide. Je n'étais pas indésirable parce que j'avais échoué. Je l'étais parce que je refusais de plier, parce que je ne suppliais pas, parce que je ne laissais pas leur silence me définir. J'ai posé la lettre et j'ai expiré.
Ce n'était pas du remords, c'était du ressentiment déguisé en nostalgie. Il ne me voyait pas comme quelqu'un qui l'avait blessé. Il me voyait comme quelqu'un qui s'était échappé. Et pour des gens comme lui, c'est ça, le vrai crime. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas non plus déchiré la lettre. Je l'ai rangée dans une boîte au fond du placard, sous de vieux avis d'imposition et des doubles de clés. Pas comme un souvenir, comme une preuve, une pièce de plus de ce qu'il avait choisi d'être quand ça comptait. La même semaine, l'agent immobilier m'a écrit pour confirmer que la mairie avait mis à jour le registre foncier. La maison était maintenant enregistrée au nom de la société. Aucun recours, aucun litige, pleinement à moi. Ce soir-là, je me suis tenue dans le jardin, tuyau d'arrosage en main, arrosant une bande d'herbe à peine survivante après des années de négligence. Le soleil était bas, projetant de longues ombres sur le perron. 2 gamins du quartier sont passés à vélo en riant. Je leur ai fait un signe de tête. Ils ne savaient pas ce qu'avait été cette maison. Ils n'avaient pas besoin de le savoir. Pour eux, ce n'était qu'une maison parmi d'autres, une femme qui retapait une vieille baraque. Et c'était exactement ce que je voulais. Parce que la rédemption ne vient pas toujours dans le feu et le fracas. Parfois, elle est lente, délibérée. Une reconquête patiente de chaque centimètre qu'on vous avait dit ne pas vous appartenir. Le jour où il est venu récupérer le reste de ses affaires, il pleuvait. Une brune douce et régulière qui rendait l'allée glissante et l'air chargé de l'odeur de la terre. Mouillé. Je n'avais plus eu de nouvelles depuis la lettre. Mais ce matin-là, j'ai trouvé un message glissé sous la porte. Il disait qu'il passerait vers midi. Juste quelques affaires, promettait-il. 1 ou 2 boîtes qu'il avait laissées au grenier, des outils, peut-être quelques vieux vêtements. Il demandait 10 minutes. Je lui en ai accordé 15. J'ai attendu sur le perron, parapluie en main, les clés dans la poche. Il est arrivé pile à l'heure, même vieille berline rouillée, même veste usée qu'il portait autrefois pour les courses du dimanche. Il ne m'a pas regardé en sortant, juste hoché la tête et filé rapidement vers l'entrée latérale. Je ne l'ai pas suivi. Je me suis contentée d'écouter les grincements familiers des lattes, le bruit étouffé des boîtes qu'on traîne, le murmure d'un homme traversant ce qui fut autrefois son royaume. Je pensais ressentir quelque chose. De la colère, du triomphe, de la pitié. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est de la distance. 10 minutes plus tard, il est ressorti. Une seule boîte dans les bras, assez légère pour être portée sans effort. Il n'a pas dit au revoir, n'a rien demandé de plus. Il est simplement passé devant moi, les épaules voûtées, ses chaussures glissant légèrement sur le béton humide. Arrivé à sa voiture, il s'est arrêté. La boîte déjà posée sur la banquette arrière, la portière entr'ouverte. Puis, il s'est retourné. « Je ne pensais pas que tu deviendrais comme ça », a-t-il dit. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Il a attendu, peut-être en espérant une réponse. Un merci, des excuses, un fragment de moi à emporter. Je ne lui ai rien donné. Il s'est monté dans la voiture et est parti. Pas de klaxon, pas de signe de main, juste disparu. Je l'ai regardé jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent dans la brume, le bruit du moteur absorbé par le ronron régulier de la pluie. Quand je suis rentrée, la maison m'a semblé plus légère. Pas vide, claire. J'ai parcouru chaque pièce lentement, essuyant les poignées de porte, balayant la poussière en petits tas discrets. Le grenier était vide maintenant, chaque trace de lui effacée, chaque fantôme de sa présence emporté. C'était la première fois que la maison m'appartenait, pas seulement sur papier, mais en présence. J'ai fait du thé dans la cuisine, pieds nus sur le carrelage propre, le tintement doux de la cuillère contre la céramique manquant dans l'instant. Pas de tension, pas d'attente, aucun bruit résiduel dans ma poitrine. Juste la paix. Il était parti. Et je ne l'attendais plus, parce qu'il n'y avait plus rien ici pour lui. Plus rien ici que j'avais besoin de prouver. La sortie était nette, pas parce qu'il l'avait rendue ainsi, mais parce que moi, je l'avais fait. La première chose que j'ai remplacée, c'était la porte d'entrée. Pas parce qu'elle était cassée, elle fonctionnait très bien.
Mais elle avait un son que je connaissais trop bien, un claquement sec quand elle se fermait, un grincement quand elle s'ouvrait tard dans la nuit. C'était le son de la peur, de la punition, de l'attente d'entendre qu'on n'a pas sa place ici. Alors, je l'ai mesuré. Je l'ai retiré de ses gonds moi-même, traîné jusqu'au trottoir. La nouvelle était plus lourde, en acajou, solide, sans fissure, sans courant d'air. Je l'ai peinte d'un bleu profond et apaisant, quelque chose de calme, de sûr. J'ai installé moi-même la poignée et la serrure, vérifié qu'elle se fermait avec un bruit doux, délibéré. Cette porte ne claquerait plus jamais, ni par colère, ni par exclusion. Le changement suivant, c'était la pièce qui m'avait appartenu. J'ai arraché l'ancien papier peint, retiré la moquette tachée, frotté chaque recoin du placard jusqu'à ce qu'il ne sente plus la poussière ni le regret rassis. J'ai peint les murs en crème douce et rempli la pièce d'étagères, du sol au plafond. J'ai acheté un fauteuil d'occasion, retapissé en gris charbon, et je l'ai placé sous la fenêtre. Cette pièce était devenue une bibliothèque, pas grande, pas luxueuse, mais calme, intentionnelle, remplie de tout ce pourquoi je n'avais jamais eu de place avant, des livres, des carnets, des idées, une pièce pour penser, pour respirer, pour reprendre le silence à mes conditions. D'autres changements ont suivi, de nouveaux rideaux, de nouveaux luminaires. J'ai planté de la lavande derrière la porte arrière, là où les mauvaises herbes étouffaient autrefois le passage. Réparé le carrelage fissuré de la salle de bain, remplacé le miroir du couloir, celui qui reflétait plus souvent son ombre que la mienne. Chaque réparation ressemblait à une expiration, pas une suppression, une restauration. Je ne cherchais pas à oublier ce qui s'était passé dans cette maison. Je la remodelais, je prenais les arêtes brutes et les polissais jusqu'à en faire quelque chose d'habitable. Je n'ai pas précipité les choses. Certains jours, je ne faisais que m'asseoir sur les marches de derrière et regarder le ciel changer. D'autres, je travaillais jusqu'à en avoir mal aux mains, plantant des clous dans les plaintes neuves, passant de la peinture sur le placo-plâtre comme si cela pouvait réécrire la mémoire. Et peut-être, d'une certaine manière, c'était le cas. Chaque recoin que je touchais me rappelait que je n'étais pas revenu pour hanter cet endroit, mais pour le guérir, pour en faire le mien dans chaque détail qu'il m'avait un jour refusé. Et à mesure que les jours s'étiraient, calmes et pleins de sens, j'ai compris quelque chose de simple et d'inébranlable. Je n'étais plus en train d'essayer de réparer ce qu'ils avaient brisé. J'étais en train de construire quelque chose qui n'avait jamais existé. Et je le faisais seul. Pas parce que je le devais, mais parce que j'en étais capable. J'ai encadré l'acte de propriété et je l'ai accroché dans le couloir, pas dans l'entrée, pas dans le salon, juste là, discret, sans annonce, là où je le verrais chaque matin en passant de la chambre à la cuisine. Ce n'était pas pour les invités, ce n'était pas pour l'apparence, c'était pour moi. Une simple feuille de papier, couleur crème, signée et scellée. Mon nom imprimé clairement en haut, sans trait d'union, sans copropriété, sans condition, juste à moi. Je suis restée devant plus longtemps que prévu ce premier matin, mon café refroidissant dans la main, la lumière du soleil rampant à travers les fenêtres orientées à l'est. Le couloir était encore à moitié peinte, je n'avais pas choisi la couleur définitive. Mais l'acte n'avait pas besoin du bon mur pour se sentir complet. Il se suffisait à lui-même. Le même couloir que je traversais à pas de loup quand j'étais ado, fuyant ses pas, esquivant son regard de reproche, portait désormais ma signature. Ce contraste n'était pas bruyant, il était permanent, et dans cette permanence silencieuse, il me rappelait qui j'étais devenue. Plus tard dans la semaine, j'ai rangé les derniers papiers, les documents de clôture, les factures de rénovation, les reçus professionnels qui avaient rendu l'achat possible, et je les ai classés soigneusement dans un meuble. Tout était indexé, tout était à sa place. J'ai simplement étiqueté le dossier. Maison, terminée. Parce que c'est ce que je ressentais. Pas un début, pas une reconquête, un aboutissement. Il y aurait toujours des échos dans les murs. Je ne m'attendais pas à autre chose. Certains pas résonneraient toujours de manière familière. Certains coins
scintillerait toujours d'un souvenir tendu. Mais maintenant, ces échos me répondaient à moi. Ce soir-là, j'ai préparé du thé et j'ai traversé la maison lentement. Parquet fraîchement vitrifié, étagère à moitié remplie, une pile de courriers non ouverts sur la table, rien qui demande plus qu'un regard. Dans la cuisine, la fenêtre au-dessus de l'évier était ouverte. Une brise est entrée, faisant frémir le rideau. Le bruit était doux, une paix qui ne se fait pas remarquer. J'ai baissé les yeux vers le plan de travail, puis vers la marque usée où ses coudes s'appuyaient quand il faisait ses sermons sur la responsabilité, le respect, les rôles. Il avait ses définitions. J'ai réécrit les miennes, j'ai levé la main et éteint la lumière. J'ai laissé la maison s'installer dans son calme. Aucune voix élevée, aucune porte claquée, juste le bourdonnement paisible d'un foyer enfin équilibré. Et cet acte encadré sur le mur, ce n'était pas un symbole de revanche, c'était une preuve d'endurance, une signature qui avait survécu à chaque rejet, chaque silence, chaque « tu n'as pas ta place ». Quelques semaines plus tard, j'étais sur la pelouse de devant, en train de tailler les petites haies devenues folles après des années de négligence, quand une femme promenant son chien s'est arrêtée au bord du trottoir. Elle devait avoir dans les 60 ans, un visage avenant, un pull trop chaud pour la saison. Son Golden Retriever tirait doucement sur la laisse, le museau collé à l'herbe. « Nouvelle dans le quartier ?» a-t-elle demandé. J'ai levé les yeux, les cisailles encore en main. « Plus ou moins. » Elle a souri. Cette maison est restée silencieuse pendant des années. On m'a dit qu'elle avait enfin été vendue. Difficile de suivre les allées et venues de nos jours. J'ai hoché la tête poliment. « Eh bien, » a-t-elle dit en jetant un coup d'œil au perron, « celui qui l'a achetée a dû faire une bonne affaire. C'est une maison solide. Elle a toujours eu de bonnes bases. » J'ai regardé la maison, ses lignes nettes, la nouvelle porte d'entrée, la lavande en fleurs près des marches. La structure n'avait pas beaucoup changé, mais ce n'était plus la même maison. « C'est la mienne maintenant !» ai-je dit. Elle a levé les sourcils, puis a souri de nouveau. « Alors, bienvenue chez vous. » Elle n'a pas demandé qui vivait là avant, n'a pas fouiné, elle a simplement fait un signe de la main et a repris sa route le long du trottoir, son chien trottant devant, la laisse oscillant doucement entre eux. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je suis retournée à la haie, taillant lentement, chaque coup de cisaille net et régulier. Le vent a tourné, portant avec lui l'odeur légère de l'herbe coupée et de la terre humide. Des oiseaux s'agitaient dans les arbres. Une voiture est passée dans la rue derrière moi. Et dans cet instant, je l'ai senti. Pas de la fierté, pas une revanche, de la présence. Je ne revisitais plus cet endroit, je n'errais plus à la lisière d'une ancienne vie, à chercher à comprendre comment elle s'était terminée. J'étais là, en train d'y vivre, le reprenant non seulement par la propriété, mais par la présence, par les racines. J'ai terminé la haie, ramassé les branches coupées et les ai portées jusqu'au bac à compost, près du portillon latéral. Le soleil se couchait, une lumière chaude s'inclinant sur le jardin. Au loin, quelqu'un faisait un barbecue. L'air sentait le charbon, les épices et la fin d'été. Je suis montée sur les marches du perron, la main frôlant les nouvelles rambardes. Je me suis arrêtée en haut et j'ai regardé la rue. Tout avait l'air pareil. Mais moi, j'avais changé, et c'est peut-être la seule transformation qui compte. Une voisine voit une femme dans son jardin et pense qu'elle est nouvelle. Et quelque part, elle a raison. Parce que la fille, qui se tenait ici autrefois, valise à la main, le cœur en miettes dans le silence, elle n'est plus là. Ce qui reste, c'est quelqu'un qui ne tressaille plus, quelqu'un qui ne demande plus à entrer, parce qu'elle a la clé. Il a plu la nuit où j'ai dormi profondément pour la première fois dans la maison. Une pluie régulière, pénétrante, pas d'orage, pas de vent. Juste de l'eau contre les vitres, douce et constante, comme une berceuse faite rien que pour moi. J'étais allongée dans le lit, les yeux fermés, la couverture tirée jusqu'au menton. La pièce était chaude. L'air était pur. Aucun pas qui grince derrière la porte. Aucune tension tapie dans les coins. Juste du calme. Pas le silence de la peur, le silence de la paix.
J'avais passé des années à fuir cette maison, des années à me définir par le vide qu'elle avait laissé. Mais j'étais là, de nouveau entre ces murs, ni hantée, ni en colère, entière. Les gens pensent que la revanche est bruyante, explosive, une confrontation finale où le méchant est humilié et le héros s'en va, victorieux. Mais la vraie revanche est plus douce que ça. La vraie revanche, c'est de revenir entier là où quelqu'un a essayé de vous briser. C'est se réveiller face à son propre reflet et savoir qu'il n'est plus façonné par ceux qui sont partis ou ceux qui vous ont déçus. C'est vivre bien, pleinement, silencieusement. Le lendemain matin, j'ai préparé du thé et me suis tenue devant la fenêtre de la cuisine. Le jardin était détrempé, la terre sombre et riche. J'y planterai bientôt quelque chose, peut-être des herbes, peut-être des tomates, quelque chose qui pousserait sous mes soins, quelque chose avec des racines. L'acte de propriété était toujours dans le couloir. Je suis passée devant en allant jusqu'à la porte d'entrée, où le courrier m'attendait déjà. Juste des factures et des prospectus, rien d'urgent, rien qui portait le poids du passé. J'ai versé une autre tasse de thé et me suis assise près de la fenêtre, regardant le monde continuer comme il l'a toujours fait. Des voitures passaient, des chiens aboyaient, le ciel s'éclaircissait. Quelque part, il raconte sûrement encore sa version de l'histoire, qu'il a fait de son mieux, que j'étais trop sensible, que ce n'était pas si grave, qu'il le fasse. Je n'avais plus besoin de sa reconnaissance pour valider mon vécu. J'avais les faits, j'avais la clé, et j'avais cette maison non pas comme un monument à la douleur, mais comme un témoignage du retour. Je n'avais pas gagné parce que j'étais revenue plus forte, plus bruyante ou plus brillante. J'avais gagné parce que je suis revenue sans plus rien à prouver. Et c'est ce genre de victoire qui dure. Une victoire discrète, stable, celle qu'on construit brique par brique, choix après choix, celle que personne ne peut vous enlever.